Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous introduire quelques notions en théorie des probabilités. Nous allons tout d'abord parler de probabilités conditionnelles, qui sont un concept très important en sciences du vivant. Puis nous allons voir quelques notions et définitions portant sur les variables aléatoires, qui sont essentielles à maîtriser lorsqu'on veut faire des biostatistiques. On parle de probabilité lorsqu'on a affaire à une expérience aléatoire. Aléatoire, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire avec certitude l'issue de cette expérience aléatoire. Ce qu'on va appeler événement, c'est un événement qui peut se réaliser au cours de cette expérience aléatoire. Et on sait que si on répète un grand nombre de fois une même expérience dans les mêmes conditions et de manière indépendante, et qu'on regarde combien de fois l'événement A s'est réalisé parmi ces n fois, qu'on regarde la fréquence NA sur n, alors cette fréquence relative va avoir tendance à stabiliser et à tendre vers un nombre fixe. Et ce nombre fixe, cette fréquence de succès limite, c'est ce qu'on va appeler par définition la probabilité de l'événement A. Une probabilité d'un événement a plusieurs propriétés que vous connaissez sans doute déjà, c'est compris entre 0 et 1. Si vous avez deux événements qui ne peuvent pas se produire simultanément, quand je dis simultanément, c'est pas forcément chronologique, mais par exemple deux populations qui ne se recoupent pas, la probabilité de l'un ou l'autre, ça va être la somme des deux probas. Par contre, s'il y a une intersection entre ces deux populations ou ces deux événements, pour calculer la probabilité de l'un ou l'autre, il faut sommer les deux probas, mais enlever la probabilité de l'intersection. On va voir quelques exemples par la suite. La probabilité de l'ensemble de tous les résultats possibles doit faire 1, et la probabilité du contraire d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. On va maintenant définir ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle. Si on s'intéresse à un événement A, et qu'on ne veut plus simplement calculer la probabilité de A simplement, mais la probabilité de A sachant qu'un autre événement s'est produit. Donc P de A sachant B. Alors ça va changer notre information, parce qu'on sait déjà que B s'est produit, donc ce qui nous intéresse c'est tous les événements qui sont dans B, et on veut regarder la proportion parmi ces résultats dans B qui sont aussi dans A. Donc en fait on va regarder la probabilité de A et B sur P de B. Et ça c'est la définition de P de A sachant B. On dit que deux événements sont indépendants lorsque savoir que l'un s'est produit ne va pas apporter d'informations sur la probabilité que l'autre se produise. Autrement dit, A et B vont être indépendants si P de A sachant B, c'est la même chose que P de A. Savoir B n'a rien à apporter. Et si on reprend cette définition-là, en la reportant dans l'égalité, on obtient la définition suivante que A et B sont indépendants si P de A et B, c'est égal à P de A fois P de B. Alors attention, les étudiants confondent souvent événements disjoints et événements indépendants. Événements indépendants, ça porte sur les probabilités, c'est vraiment cette définition-là. Ça veut dire que l'un n'influence pas l'autre. Alors que événements disjoints, ça veut juste dire que les deux ne peuvent pas se produire en même temps et ça n'a rien à voir avec les probabilités. Voici quelques exemples. Si on prend l'événement A, avoir une douleur sur le flanc droit, et B, avoir une appendicite. On pourrait s'intéresser à la probabilité d'avoir une douleur, sachant qu'on a une appendicite. Ce serait donc P de A sachant B, parce que ce qu'on sait, c'est qu'on a l'appendicite, donc on sait B, et on se pose une question sur la probabilité d'avoir la douleur. Ça, c'est une information intéressante pour savoir si la douleur peut être un symptôme de diagnostic intéressant pour l'appendicite. Mais on pourrait aussi se poser la question, quelle est la probabilité d'avoir une appendicite alors que l'on a la douleur? Donc ce qu'on sait, c'est A, donc c'est P de B, sachant A. Ça aussi, c'est intéressant, parce que, pour le praticien ou pour le patient, parce que ça nous donne une idée de, voilà, même si on a la douleur, quelle est la probabilité qu'on ait l'appendicite. Et ce sont deux quantités différentes. Un autre exemple, lorsqu'on dit dans le langage courant qu'un individu a 5 fois plus de chances de développer une maladie coronarienne s'il fume un paquet de tabac par jour, ce que ça veut dire, donc ce qu'on sait, c'est qu'il fume, donc si on appelle B l'événement fumer un paquet de tabac par jour, et A l'événement développer la maladie, ce dont on parle ici, c'est P de A sachant B. Et on sait que cette probabilité est 5 fois plus grande que la probabilité de développer une maladie quand on ne sait rien de particulier, donc quand on regarde juste P de A. Donc en particulier ici, comme on voit que P de A sachant B, c'est pas la même chose que P de A, ça veut dire que A et B ne sont pas indépendants, et ça on le savait déjà, on sait très bien que
le risque de développer une maladie coronarienne n'est pas indépendante de la consommation de tabac. Je vous présente ici un autre exemple de manipulation de probabilité conditionnelle. On s'intéresse dans cette problématique à deux événements. L'un, c'est avoir un cancer, et le deuxième, c'est avoir une mammographie positive, qu'on va appeler A. Les données qu'on nous donne, c'est d'une part la probabilité pour une femme d'avoir un cancer du sein, donc ça, ce serait P2A, tout simplement. Et d'autre part, on vous donne la probabilité de présenter une mammographie positive chez les patientes atteintes d'un cancer. Donc cette donnée de 0,9 correspond à la proba de B, donc avoir une mammographie positive, sachant que l'on a un cancer. Donc c'est P de B sachant A, qui est égal à 0,9. Devant ce genre d'énoncé, il faut toujours que vous identifiez bien ce qui est fixé, ce qui est su de ce sur quoi porte la question de la probabilité. Donc là, ce qui est su, c'est qu'on regarde les patientes qui ont un cancer et on donne une information sur la probabilité de présenter une mammographie positive ou pas. Donc ça, c'est P de B sachant A. D'autre part, on a ici la probabilité de présenter une mammographie positive chez les patientes non atteintes. Donc ce qu'on a ici, c'est P de B sachant A bar. Et on vous demande, est-ce que les événements A et B sont indépendants ? Nous, on sait déjà intuitivement qu'ils ne sont pas indépendants. On va le démontrer mathématiquement à partir des données qu'on a à disposition. Donc pour montrer qu'ils ne sont pas indépendants, il faut montrer que la définition n'est pas vérifiée, la légalité n'est pas vérifiée, donc que P de A et B n'est pas égal à P de A fois P de B. Donc calculons d'une part P de A et B. Ça correspond à la probabilité d'avoir un cancer et de développer et de présenter une mammographie positive. Ce n'est pas donné directement dans l'énoncé. D'accord ? Il faut bien identifier que ce 0,9, ce n'est pas la probabilité d'avoir les deux. C'est la probabilité de présenter une mammographie positive parmi les patientes atteintes d'un cancer. Donc c'est la proportion chez les patientes atteintes d'un cancer de celles qui ont une mammographie positive. Et si on regarde la définition de la probabilité conditionnelle, P de B sachant A, que l'on a dans les données, on voit que P de B sachant A, c'est P de A et B sur P de A. Donc on va retrouver le P de A et B qui nous manque en multipliant ces deux quantités qu'on a dans l'énoncé. Donc on trouve que P de A et B, d'une part, c'est égal à cette grandeur. D'un autre côté, il faut calculer P de A fois P de B. Alors P de A, on l'a déjà. Par contre, ce qui nous manque, c'est P de B. La probabilité de présenter une mammographie positive dans la population en général. Ça, on ne l'a pas. Ce qu'on a, c'est P de B sachant A et P de B sachant A bar. Donc on a les probabilités conditionnellement à avoir le cancer et pas avoir le cancer. Donc on va l'utiliser pour calculer P de B. On va utiliser le fait qu'on peut décomposer l'événement B en deux événements disjoints. Il y a les patientes qui ont une mammographie positive et qui ont le cancer, et d'autre part, les patientes qui ont une mammographie positive et n'ont pas le cancer. Et ce sont bien deux événements disjoints, parce qu'on ne peut pas à la fois avoir le cancer et ne pas l'avoir. Donc on peut dire que B étant l'union de ces deux événements, sa probabilité, c'est la somme des deux probas. Et là, en faisant la même manipulation qu'ici, on va pouvoir utiliser les probas conditionnels qu'on a. Donc certains, vous connaissez peut-être déjà directement cette formule pour passer de P de B à ceci. Ça s'appelle la formule des probabilités totales. Ça a plusieurs noms, peu importe, mais voilà, on retrouve par ce raisonnement assez simple comment on calcule une probabilité en utilisant des probabilités conditionnelles par rapport à des événements qui sont disjoints. Donc toutes ces données on les a, P de B sachant A bar c'est 0,15, P de B sachant A c'est 0,9, la probabilité d'avoir le cancer et de ne pas avoir le cancer on les a aussi dans l'énoncé, P de A bar c'est 1 moins celle-ci, et on obtient 0,15 et on voit que c'est différent de la P de A et B, donc A et B ne sont pas indépendants et comme j'avais dit ce n'est pas une surprise. Alors peut-être un petit peu plus concret, si on a une personne qui présente une mammographie positive, doit-on lui annoncer qu'elle a un cancer ? Donc mathématiquement, la question qu'on pose ici, c'est quelle est la probabilité d'avoir un cancer pour une personne qui présente une mammographie positive ? Avec les notations de notre énoncé, ce serait P de A, sachant B. Là, vous voyez qu'on se pose dans la problématique inverse. On sait qu'on a une mammographie positive et on se pose la question d'avoir développé un cancer ou pas. Donc c'est P de A, sachant B. En appliquant la définition et les données qu'on a avant, on obtient que cette probabilité n'est en fait que, alors entre guillemets bien sûr, que de moins de 0,6%.
Ce qui fait que bien sûr que non, il ne faut pas annoncer à une personne qui présente une mammographie positive qu'elle a un cancer, car il faut prendre en compte la fréquence de la maladie, en fait la probabilité, même parmi celles qui ont une mammographie positive, de celles qui ont et le cancer et une mammographie positive, eh bien, elle est finalement assez faible du fait que la fréquence de la maladie n'est pas si importante que ça dans la population. Alors nous abordons maintenant la deuxième notion essentielle de ce cours qui est les variables aléatoires. Une variable aléatoire, c'est simplement une grandeur qu'on associe à une expérience aléatoire. Donc en gros une grandeur qu'on ne peut pas prédire avec certitude. Elle peut être en particulier discrète ou continue. Un exemple de variable aléatoire discrète pourrait être le nombre de jours de survie d'un patient. C'est bien quelque chose d'aléatoire, on ne sait pas avec certitude combien de jours il va survivre. Et c'est discret parce qu'on peut énumérer les valeurs possibles prises par cette variable aléatoire, 0, 1, 2, 3, etc. Si vous prenez 2 points choisis au hasard en France et que vous regardez la distance en kilomètres, c'est bien une grandeur aléatoire, mais cette fois elle est continue. Il est assez simple de décrire le comportement d'une variable aléatoire discrète, ce qui va nous suffire de donner la probabilité que cette variable aléatoire soit égale à toutes les valeurs qu'elle peut prendre. Et il faut que la somme de toutes ces probabilités fasse 1. Dans le cas d'une variable aléatoire continue, en revanche, la probabilité d'être égale à pile 1 point est nulle. Mais il y a quand même des intervalles de valeurs dans lesquels la variable aléatoire a plus de chances de tomber que d'autres intervalles. Donc pour traduire ces endroits où la variable a plus de chances de tomber, on va utiliser ce qu'on appelle la densité de la variable aléatoire. Et c'est une fonction positive qu'on peut voir intuitivement comme ça. En fait, f de x, donc la densité prise à un point x, donne une idée de la probabilité que la variable aléatoire tombe dans un tout petit intervalle autour de cette valeur petit x. Donc plus f de x est grande, plus x a de chances de prendre une valeur proche de 1. Et tout comme il faut que la somme des probas soit égale à 1 quand on regarde une variable aléatoire discrète, l'intégrale d'une densité, donc en fait l'intégrale, vous pouvez voir ça comme l'équivalent d'une somme, mais dans le cadre continu, il faut que l'intégrale de la densité soit égale à 1. Et l'intégrale d'une fonction positive, comme vous avez dû le voir dans vos études antérieures, l'intégrale d'une fonction positive, c'est l'aire sous la courbe. Donc il faut, quand on a une variable aléatoire à densité, il faut que l'aire sous la courbe de la densité soit égale à 1. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas vous demander de faire des calculs d'intégrale, ni d'apprendre des densités par cœur, mais c'est important que vous compreniez ce que traduit une densité. Quand vous allez voir le graphe d'une densité, il faut que vous compreniez que les endroits où elle est la plus élevée, c'est là où la variable aléatoire qu'elle décrit a le plus de chances de tomber. Une densité que vous connaissez déjà, c'est la densité de la loi normale centrée réduite. Elle est donnée par cette formule ici, et son graphe a cette forme de cloche qui est centrée autour de 0. Et puisque c'est une densité, l'aire sous la courbe fait exactement 1. Pour décrire le comportement d'une variable aléatoire, un outil intéressant qui marche dans tous les cas qu'on ait une variable aléatoire discrète ou continue, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. Et c'est la fonction qui, à tout seuil petit x, va associer la probabilité que votre variable aléatoire soit inférieure à ce seuil. Alors, pour calculer cette proba d'être plus petit que quelque chose, eh bien si on a une variable aléatoire discrète, on va simplement sommer les probabilités de toutes les valeurs qui sont plus petites que x. Donc c'est ce qu'on voit par exemple dans cet exemple-là, pour calculer la fonction de répartition au point 1, c'est la proba d'être inférieure ou égale à 1, et donc on somme les 3 valeurs qui sont plus petites que 1. Alors par contre, si on a une variable aléatoire continue à densité, on ne va pas pouvoir sommer toutes les probas d'être égales au point inférieur au seuil qui nous intéresse, puisque comme on l'a vu, ce sont des probas nulles. Mais on va faire l'équivalent, au lieu de faire une somme jusqu'au seuil qui nous intéresse, en fait on va faire l'intégrale entre moins l'infini et jusqu'au seuil qui nous intéresse. Autrement dit, l'aire sous la courbe jusqu'au point qui nous intéresse. Et comme je souligne ici, il est important pour la suite du cours sur les biostatistiques que vous compreniez comment on retrouve graphiquement notamment la probabilité d'être inférieure ou supérieure à une valeur donnée.
Alors voici typiquement le genre d'interprétation graphique que vous devriez être capable de faire à l'issue de ce cours. On considère une variable aléatoire x qui suit la loi normale centrée réduite. Ce que ça veut dire, c'est que x est une grandeur aléatoire qui peut valoir n'importe quel réel. Mais on sait que sa répartition des probabilités est donnée par la densité, celle-ci qui a cette forme en cloche. Donc on peut voir par exemple graphiquement que ce qui est le plus probable, c'est que x va prendre des valeurs autour de 0. Mais on peut voir plus que ça, notamment si on sait que l'air sous la courbe avant ce point 1,65, c'est 95%, donc comme il est écrit ici. Ce que ça veut dire pour notre variable aléatoire, c'est que x a 95% de chance de valoir moins de 1,65. Elle a donc également 5% de chance de valoir plus de 1,65. Et par symétrie, on en déduit aussi que la probabilité que x vale moins de moins 1,65, donc ce petit bout-là, c'est la même R que ça, donc c'est également 5%. On peut avoir aussi ce genre de représentation où on lit ici que la probabilité que x soit entre moins 1,96 et 1,96, c'est 95%. Autrement dit, c'est la probabilité que x soit en valeur absolue plus petite que 1,96 et ça vaut 95%. Nous allons maintenant voir la définition d'un quantile d'une variable aléatoire. C'est une notion dont vous allez avoir besoin en biostatistique lorsque vous allez faire des tests d'hypothèse. Donc je vous invite à dès maintenant bien comprendre cette notion. Si on se fixe une grandeur alpha entre 0 et 1, par exemple alpha égale 95%, ce qu'on va appeler le quantile d'ordre alpha d'une variable aléatoire, c'est le seuil Q alpha tel que x a une proba alpha d'être plus petit que ce seuil. Graphiquement, si on a une variable aléatoire continue à densité, en fait ça va être la valeur ici Q alpha telle que la proba d'être en dessous, donc autrement dit l'air sous la courbe avant ce seuil, ça fait pile alpha. Donc si on prend alpha égale 95%, Q de Q 0,95, ça va être la valeur ici à placer pour que l'air sous la courbe soit 95%. Et si on considère la loi normale qu'on a vue juste avant, on voit que le quantile d'ordre 95% de la loi normale, c'est 1,65. Je vous ai mis ici un exemple de quantile pour une variable aléatoire discrète, mais en pratique, ce dont vous allez avoir besoin, c'est d'aller lire dans des tables statistiques des quantiles de certaines lois. Et ce sera des lois normales, les lois de Student, les lois de Fisher, des lois qu'on verra plus tard. Et par convention en biostatistique, on parle souvent du quantile d'ordre 1 moins quelque chose avec ce quelque chose petit, par exemple 5%, d'une loi donnée. Et si on reprend notre loi normale, le quantile d'ordre 1 moins alpha pour alpha égale 0,05, c'est toujours 1,65. Comme je vous l'ai dit, les quantiles, ils se lisent sur les tables statistiques qu'on va voir dans les pages suivantes. Et il est important que vous sachiez déchiffrer ces tables. Vous aurez guère d'autre chose à faire que ça, mais il faut que vous sachiez le faire. Par exemple, si on vous donne la table statistique pour la loi normale centrée réduite, c'est un tableau à double entrée. Alors toujours quand on vous donne une table, il y a une légende qui vous explique ce qui est dans le tableau, mais si on n'est pas habitué à utiliser le tableau, ça peut être parfois déstabilisant. Donc là on vous dit que ce tableau vous donne la probabilité de trouver une valeur inférieure à x pour la loi n01. Donc à l'intérieur du tableau, vous avez les probas d'être inférieur ou égal au x qui est donné ici en double entrée. En fait, ça se lie au croisement des lignes et des colonnes. Et on retrouve par exemple que la probabilité d'être inférieure ou égale à 1,65, donc on fait le croisement entre 1,6 et 0,05 pour avoir 1,65, et on voit qu'à ce croisement, on trouve 0,9505, donc 95%.
Alors je vais terminer cette partie du cours en vous décrivant des paramètres de position et de dispersion de variables aléatoires. Je vais me permettre d'aller beaucoup plus vite sur cette partie du cours parce que vous avez vu des choses équivalentes pour les échantillons. Alors la grande différence quand on parle de variables aléatoires, c'est qu'en fait on s'intéresse à quelque chose qui décrit la population. La variable aléatoire, c'est une quantité inconnue qui décrit notre population, alors que l'échantillon, ce sont les données qu'on a sur une partie de la population. Et donc, quand on va faire un calcul de moyenne d'échantillon, c'est souvent pour essayer de deviner la moyenne de la variable aléatoire sous-jacente, autrement dit de la population étudiée qu'on ne connaît pas. Alors vous n'allez pas devoir faire de calcul de moyenne de variables aléatoires, ni de variance de variables aléatoires, mais puisque tout ce qu'on fait en statistique, c'est pour tirer des conclusions sur les moyennes et variances, etc. de variables aléatoires, il faut quand même comprendre à quoi correspondent ces quantités, même simplement intuitivement. Donc vous devez, je répète, vous devez être capable de faire des calculs de moyenne d'échantillons, de variance et de médiane, etc. Vous n'avez pas à savoir le faire pour les variables aléatoires, mais il faut que vous compreniez à quoi elles correspondent. Alors, la moyenne d'une variable aléatoire, c'est ce qui donne une idée de la valeur typique de cette variable. Et dans le cas où elle est discrète, on peut la calculer en faisant la somme sur toutes les valeurs possibles et en pondérant par la probabilité de valoir chacune de ces valeurs. Et ça donne la moyenne de la variable aléatoire, que j'appellerai dans la suite du cours petit m. Si la variable est continue à densité, on fait un équivalent, mais en fait avec une intégrale au lieu d'une somme. La médiane, c'est la valeur telle que la variable aléatoire a autant de chances d'être au-dessus qu'en dessous. Donc si vous faites le lien avec la médiane d'un échantillon, c'est ce qui sépare l'effectif en deux si on veut. Donc là on ne peut plus parler d'effectif parce qu'on n'a pas d'effectif quand on a une variable aléatoire. Mais l'idée est la même, c'est qu'on a une proba 0,5 d'être au-dessus et proba 0,5 d'être en dessous. Je vous ai mis ici un exemple de calcul de médiane, mais c'est juste pour illustrer si vous voulez être sûr d'avoir bien compris, mais je répète, vous n'aurez pas à faire ce genre de calcul. Lorsque vous avez une loi normale, le premier paramètre qui est donné, c'est ce qui correspond à la moyenne. Et je vous ai mis ici deux exemples de densité pour des variables aléatoires qui ont la même variance mais qui n'ont pas la même moyenne. Pour l'une c'est -2 et pour l'autre c'est 1. Et vous voyez que ça décale en fait la courbe, ça la translate vers la gauche ou vers la droite pour la centrer autour de la moyenne. Et on déduit de la symétrie de la densité de la loi normale que en fait sa médiane est égale à sa moyenne. Parce qu'il y a autant de chances d'être au-dessus que en dessous de la moyenne, puisque l'air sous la courbe avant et après la moyenne, par symétrie, est bien 0,5. Alors la variance d'une variable aléatoire, c'est tout comme pour un échantillon, ce qui permet de donner une idée de l'écart typique de la variable autour de sa moyenne. À nouveau, vous n'avez pas à savoir faire ce calcul ni à connaître cette formule par cœur, mais il faut que vous compreniez ce que mesure une variance. Dans la suite, j'appellerai sigma carré les variances des variables aléatoires, à différencier du S carré qui est la variance d'un échantillon. Alors de même que pour l'échantillon, l'écart type va être de la même unité que X, alors que la variance va être dans l'unité au carré. Et lorsqu'on a un grand écart type ou de manière équivalente une grande variance, ça signifie que la variable est très dispersée autour de sa moyenne. Elle a de grandes chances d'être loin de sa moyenne. Je vous ai mis ici un exemple de calcul de variance dans un cas discret. À nouveau, vous n'aurez pas à faire ce genre de calcul, mais ça peut vous aider peut-être à comprendre. Dans le cas d'une loi normale, le deuxième paramètre qu'on donne, c'est ce qui correspond à sa variance, et on voit que plus la variance est grande, plus la courbe va être écrasée. J'ai représenté ici les densités de deux lois qui ont la même moyenne égale à 0, mais l'une a une variance égale à 4 et l'autre a une variance égale à 0,49. Vous voyez, pour celle qui a une variance égale à 4, donc la plus grande variance, c'est-à-dire qu'elle a le plus de chances que l'autre d'être éloignée de sa moyenne, et en effet, si on regarde par exemple la probabilité d'être entre -2 et -4,
qui est loin de 0. Donc ici, d'être entre moins 2 et moins 4, c'est l'aire de tout ce bout-là. Là. Alors que la probabilité d'être entre moins 2 et moins 4 pour cette variable aléatoire-là, elle est quasiment nulle. Elle est beaucoup plus petite. Je termine cette vidéo en parlant de variables aléatoires indépendantes. C'est très lié à ce qu'on vient de voir sur les événements indépendants. Alors on va dire que deux variables aléatoires sont indépendantes si les valeurs prises par l'une n'influencent pas les valeurs prises par l'autre, si on veut. Donc mathématiquement, ça va se traduire comme ça. Donc on va pas voir beaucoup plus de choses sur les variables aléatoires indépendantes, mais il est important que vous compreniez ce que ça veut dire, parce que quand on fait des statistiques et qu'on va avoir des échantillons, on suppose que toutes les variables qu'on étudie sont indépendantes les unes des autres. Quand vous faites un prélèvement dans une population, vous allez vous assurer que les différents individus statistiques sur lesquels vous avez fait des mesures sont indépendants. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail d'échantillonnage et de protocole pour relever les données. C'est afin de s'assurer qu'on a le plus d'indépendance possible entre les différents individus statistiques.